L'histoire commence avec un garçon nommé Steve, qui rêve de devenir mineur, mais à chaque tentative d'entrer dans la mine locale, un vieil homme grincheux l'en empêche car l'accès est strictement interdit aux enfants. Les années passent, Steve grandit et devient un adulte désabusé, loin de ses aspirations d'enfance. Au lieu de creuser des tunnels, il vend des poignées de porte. Un jour, alors qu'il déjeune seul, Steve se remémore son rêve d'enfant, devenir mineur. Déterminé, il retourne à la mine. Cette fois, rien ne peut l'arrêter, pas même le vieil homme. Il entre et commence à creuser avec passion. Au cours de son exploration, Steve découvre 2 artefacts mystérieux, la sphère de domination et le cristal terrestre. En les combinant, il ouvre un portail vers l'Overworld, un univers où seule l'imagination et le talent de constructeur permettent un point de survivre. Steve commence à bâtir des maisons. Un jour, il rencontre un mouton rose et utilise sa laine pour construire une nouvelle demeure. Lors de ses aventures, il croise un loup sauvage qui tente de l'attaquer. Steve lui offre un os juteux et le loup devient son fidèle compagnon, qu'il nomme Dennis. Ensemble, Steve et Dennis poursuivent la création du monde de leurs rêves. Le temps passe rapidement. Un jour, en explorant les confins de l'Overworld, Steve découvre un portail abandonné. À proximité, il trouve un coffre contenant un bloc manquant. En l'insérant dans le portail, celui-ci s'active. Dennis saute immédiatement à travers, suivi de Steve. De l'autre côté, il se retrouve dans un monde inconnu, peuplé de piglins, des créatures ressemblant à des cochons. Ces êtres obéissent à une puissante magicienne nommée Malgosha, qui cherche depuis toujours la sphère de domination, désormais en possession de Steve. Malgosha s'empare de la sphère et déclare qu'elle est la reine du Nether, avec l'intention de conquérir l'Overworld. Steve, considérant l'Overworld comme son foyer, ne peut le permettre. Avec l'aide de Dennis, il s'échappe et récupère la sphère. Il demande à Dennis de cacher l'artefact dans leur maison du monde réel. Dennis obéit, traverse le portail et cache la sphère sous le lit de Steve. En séparant la sphère du cristal, le passage vers le monde réel se referme, laissant Steve prisonnier dans le Nether. Les années ont passé. Nous faisons la connaissance de Garrett Garrison, surnommé surnommé La Poubelle, un ancien champion mondial de jeux d'arcade en 1989. Depuis, il n'a pas connu de succès notable et vit dans le passé, s'accrochant au reste de sa gloire d'antan. Il peine à joindre les 2 bouts en tenant une petite boutique de jeux vidéo en difficulté. Un jour, il reçoit un avis d'expulsion pour loyers impayés. Désespéré, il tente sa chance lors d'une vente aux enchères locales, espérant dénicher un objet de valeur. Un de ses contacts lui suggère qu'une rare console Atari Cosmos pourrait se cacher parmi les objets mis en vente. Garrett achète alors le contenu d'un ancien entrepôt pour $900, promettant de rembourser son ami dans les 6 mois. À l'ouverture des cartons, il est déçu. Aucune console en vue. Pensant s'être fait avoir, il est furieux, sans remarquer qu'à ses pieds se trouvent 2 artefacts puissants, la sphère de domination et le cristal terrestre. Pendant ce temps, Nathalie et son jeune frère Henry emménagent à Douglas, dans l'Idaho, après la perte récente de leur mère. Nathalie décroche un emploi modeste pour subvenir à leurs besoins. Leur voisine, Dawn, agente immobilière, les aide à s'installer, tout en rêvant secrètement d'ouvrir son propre zoo interactif. Le lendemain matin, Nathalie prépare une pizza pour Henry, afin qu'il puisse la partager avec ses nouveaux camarades et se faire des amis. Elle lui donne également un flacon de parfum pour qu'il sente bon. Henry, encore affecté par le deuil, remercie sa sœur et part silencieusement pour son premier jour dans sa nouvelle école. En chemin, il remarque une vieille boutique et décide d'y entrer. C'est celle de Garrett. Henry lui demande des conseils, mais Garrett exige $50. À la place, Henry propose la pizza préparée par Nathalie. Garrett accepte et partage avec lui une leçon de vie. Avec ne serait-ce qu'un ami, on peut surmonter bien des épreuves. Inspiré par ces mots, Henry laisse la pizza et se rend à l'école. À l'école, Henry rencontre la directrice, qui lui remet un badge avec son nom. Au cours de leur conversation, elle lui confie qu'elle a divorcé de son mari, leur relation s'étant éteinte depuis longtemps, mais qu'ils étaient restés ensemble pour le bien de leur chien. Dans la suite de l'histoire, Henry entame son premier cours. Le professeur, un brin sarcastique, commence par se plaindre de sa vie et de son salaire peu reluisant. Il donne ensuite pour mission de dessiner une nature morte. Mais Henry, fidèle à son esprit inventif, esquisse plutôt un prototype de jetpack. Ses camarades se moquent bas de lui, mais déterminé à prouver la viabilité de son idée, Henry construit un jetpack artisanal basé sur son dessin. Malheureusement, lors du test, l'appareil déraille et s'écrase contre l'usine de chips où travaille sa sœur Nathalie. Cet incident attire l'attention de la direction de l'école, et Henry se retrouve convoqué chez la principale. Elle exige de contacter son tuteur légal. Pris de panique, Henry appelle Garrett et le supplie de se faire passer pour son oncle afin d'éviter des ennuis à sa sœur. Garrett refuse d'abord, mais change d'avis en apprenant que Henry a $26 en liquide. Il se rend à l'école, reste dans sa voiture et attend que la principale vienne à lui.
Elle tente de le charmer, mais Gareth, peu intéressé, la repousse poliment et s'en va. Gareth emmène ensuite Henry dans son magasin. Là, Henry remarque la sphère et le cristal et interroge Gareth à leur sujet. Gareth avoue ne pas savoir ce que c'est, affirmant les avoir obtenus lors d'une vente aux enchères. En fouillant dans les cartons, il découvre un manuel d'instructions pour le cube. Un avertissement en lettres majuscules attire leur attention. Ne jamais combiner la sphère et le cube cristallin. Et plus bas, en gras, jamais. Même si vous êtes désespéré. Même si vous pensez qu'un trésor est caché à l'intérieur, ne l'ouvrez pas. Poussés par la curiosité, Gareth et Henry décident de combiner le cube et la sphère. Cette action les transporte dans une mine abandonnée où un loup nommé Dennis, compagnon de Steve, les observe discrètement. Pendant ce temps, Nathalie, inquiète de ne pas voir Henry rentrer de l'école, contacte Dawn. Grâce à une application de localisation, elle découvre que le téléphone de Henry se trouve près de la mine abandonnée. Sans perdre de temps, elles s'y rendent. Plus tard, Henry et Gareth découvrent un portail mystérieux dissimulé au fond de la mine. Au moment où ils l'examinent, Nathalie et Dawn les rejoignent. Soudain, le cube étrange commence à émettre une lumière intense, libérant une énergie étrange qui attire littéralement Henry vers le portail. Tentant de le retenir, tous les quatre sont aspirés à l'intérieur et se retrouvent projetés dans un monde inconnu. Désorientés, ils observent leur nouvel environnement. Gareth aperçoit une brebis rose et, dans un élan d'absurdité, tente de lui demander où trouver de l'or. Pendant ce temps, un villageois, intrigué par l'ouverture du portail, traverse vers notre monde. Dans un autre lieu, dans le monde souterrain, les piglins poursuivent leur quête d'or. Soudain, un portail s'active. Malgocha comprend que la sphère s'est retournée à la surface. Elle libère Steve, qu'elle retenait captif, et lui promet de lui rendre Dennis s'il l'aide à récupérer l'artefact perdu. Steve accepte. Dans le monde supérieur, nos quatre aventuriers cherchent un moyen de rentrer chez eux. La nuit tombe rapidement. Un hurlement de loup retentit et la brebis rose se cache. Le silence s'installe, mais bientôt, des bruits sinistres émergent de l'obscurité. Des squelettes, des araignées géantes et des zombies surgissent. Pris de panique, nos héros fuient. Gareth se sépare du groupe. Henry, faisant preuve d'ingéniosité, utilise des blocs pour ériger des barricades. Gareth, quant à lui, se cache sous terre, mais un creeper l'approche et explose à proximité, le laissant abasourdi. Il assiste, impuissant, à l'enlèvement de la brebis rose par les zombies. Un squelette brise le cristal terrestre avec une flèche, le réduisant en miettes. Alors que tout semble perdu, Steve intervient, repoussant les créatures avec bravoure. Au lever du soleil, les zombies s'enflamment. Steve explique qu'il était venu pour la sphère et propose un marché. Il les aidera à rentrer chez eux s'ils lui remettent l'artefact. Privés du cristal terrestre, ils acceptent en son aide. Pendant ce temps, un villageois ayant traversé le portail se retrouve propulsé dans le monde réel. Par un malheureux concours de circonstances, il est percuté par une voiture conduite par la directrice de l'école, distraite au volant. Paniquée à l'idée des conséquences, elle tente de réparer sa bévue en l'invitant à dîner. De retour dans l'univers cubique, Steve décide de faire découvrir à nos héros les merveilles de ce monde. Il les emmène dans un paisible village peuplé d'habitants bienveillants et curieux. Là, il leur explique que pour retourner chez eux, ils doivent trouver un nouveau cristal de terre pour remplacer celui qui a été détruit. Selon la légende, un tel cristal serait caché dans le mystérieux manoir des bois, quelque part au nord. Une scène touchante rend hommage à Technoblade, célèbre youtubeur de Minecraft, en montrant un cochon couronné, clin d'œil à son avatar emblématique. Nous faisons également la connaissance d'un gigantesque golem de fer, protecteur du village. Lors du repas, Steve prévient que le poulet a été cuit au-dessus de la lave et est encore brûlant, mais Gareth, faisant fi de l'avertissement, en prend une énorme bouchée et, malgré la douleur, garde son calme pour ne pas perdre la face. Pendant ce temps, dans le Nether, Malgocha, pensant que Steve l'a trahi, entre dans une colère noire. Excédée par ses échecs répétés, elle fait appel à son général le plus puissant, Chungus, un piglin redoutable mais au cœur tendre. Elle lui confie une mission, récupérer la sphère à tout prix. Avant son départ, elle lui remet un champignon du Nether, un élixir spécial protégeant les piglins des effets néfastes du monde supérieur. Dans l'Overworld, Steve montre aux héros qu'ici, tout est possible. Il leur présente son inventaire rempli d'outils, de gadgets et d'objets fascinants, et leur enseigne l'art du crafting, combinant divers matériaux pour créer de nouveaux objets. Inspiré, Gareth fabrique une arme rudimentaire mais fonctionnelle. Henry, quant à lui, assemble un objet étonnant en fusionnant des éléments du monde réel avec des ressources de l'Overworld, démontrant une créativité hors du commun. Plus tard, Gareth prend Steve à part pour discuter. Il lui révèle avoir trouvé un message caché à l'intérieur de la sphère et l'interroge directement sur l'existence d'un trésor. Steve ne cherche pas à esquiver la question et lui parle d'une cachette remplie de diamants, dissimulée au fond des mines. Il précise que s'y rendre est extrêmement périlleux. Mais Gareth, déterminé, lui répond que sans ces diamants, impossible de restaurer la sphère. Avant même qu'ils ne puissent en mettre leur plan à exécution, le village est attaqué par surprise. Sur ordre de Malgocha, une troupe de piglins féroces, menée par le général Chungus, débarque pour récupérer la sphère.
Steve se prépare à affronter Chungus, mais Garrett, avide de gloire et refusant de laisser tout le mérite à Steve, se jette sur l'ennemi avec son arme artisanale maladroite. Dans la confusion, il assomme accidentellement Steve. C'est la panique totale, les villageois fuyant dans tous les sens. Steve reprend ses esprits et s'enfuit avec Garrett et Henry, tandis que Natalie et Dawn se retrouvent donc séparés des beurre-pain du groupe. Steve, Henry et Garrett se retrouvent donc coincés au sommet d'une structure. Steve sort alors ses élytres, des ailes spéciales permettant de planer, mais il n'en a que 2 paires. Henry s'élance en premier et prend son envol, suivi de Garrett. Steve saute ensuite et s'accroche à Garrett, les deux planant ensemble en tandem. Les piglins ne renoncent pas et lancent une poursuite aérienne à dos de Gast. À un moment, nos héros parviennent à semer leurs poursuivants et survolant un champ paisible peuplé de pandas. Steve verse alors un seau d'eau sur le sol, créant un petit lac dans lequel le trio atterrit avec une précision parfaite, sans la moindre égratignure. Pendant ce temps, dans le monde réel, la directrice d'école partage un dîner avec le villageois qu'elle avait accidentellement heurté en voiture. Au cours du repas, elle lui confie qu'elle a récemment divorcé. Le villageois l'écoute attentivement, manifestant un intérêt sincère. De retour dans l'Overworld, Steve décide de se confier à ses compagnons. Il leur parle de Malgosha, révélant qu'elle rêvait autrefois de devenir danseuse. Malgré son talent, son art n'a jamais été reconnu dans le Nether. Même son père l'a rejeté, la considérant comme une honte. Depuis, Malgosha a renoncé à la créativité et à la bienveillance. Steve explique que si elle parvient à s'emparer de la sphère, elle anéantira l'Overworld et tous ses habitants. Il avoue également être tiraillé entre son désir de sauver son fidèle loup Dennis et la nécessité de protéger le monde. Dans le Nether, après l'échec de Chungus, la patience de Malgosha atteint ses limites. Elle libère alors son arme ultime, le grand sanglier, une créature gigantesque, et lui ordonne de neutraliser Chungus, ce qu'il fait sans hésitation. Malgosha donne ensuite l'ordre de récupérer la sphère à tout prix. Pendant ce temps, Natalie et Dawn tombent soudainement nez à nez avec un loup. Dawn, sans perdre son sang-froid, lui tend un os pour gagner sa confiance. En remarquant le collier, Dawn voit inscrit le nom de Steve. Le loup décide alors de les conduire jusqu'à son maître, et Natalie et Dawn le suivent. Pendant ce temps, Steve et son équipe descendent dans les profondeurs des mines, où sont cachés ses diamants, accumulés au fil des années. Mais Steve, avec le flair d'un vrai mineur, perçoit une odeur inquiétante, celle de la croissance du Nether, qu'il reconnaît immédiatement. Steve, Henry et Garrett sautent dans une charrette et foncent à toute vitesse. Mais au moment le plus critique, le redstone qui alimente les rails s'épuise et la charrette s'arrête en plein milieu d'un groupe de creepers. C'est alors que surgit le grand sanglier. Steve décide de tenter un coup désespéré. Il active tous les creepers. En un instant, une explosion puissante secoue la mine, ensevelissant le grand sanglier sous un amas de pierres et offrant aux héros une chance de regagner la surface. Henry explose de colère contre Garrett, l'accusant d'être trop avide. Garrett, épuisé et frustré, avoue que ses diamants sont sa seule chance de sortir de la misère. Après un échange franc, ils finissent par se réconcilier. Enfin, le trio arrive devant le sombre manoir de la forêt. Selon Steve, ce manoir compte 3 étages. Au premier, les habitants aguerris, durs et disciplinés, font la garde. Au deuxième, ce sont les évocateurs, de sombres mages capables de donner vie aux pires cauchemars. Et au troisième se trouve le cristal de l'Enderman, protégé par l'Enderman lui-même, une créature capable de neutraliser n'importe qui d'un simple regard. Steve et Garrett décident de distraire les gardiens, pendant qu'Henry doit construire une échelle et dérober le cristal. Les gardiens poussent Garrett sur l'arène où il doit affronter leurs meilleurs combattants. Garrett relève le défi, pensant que ce sera un jeu d'enfant, mais il se rend vite compte que son adversaire est un mini-zombie cavalier monté sur une poule enragée. Ces petits-là se battent comme des pros. Pendant que les gardiens sont occupés par le combat, Henry grimpe discrètement au 3e étage et met la main sur le fameux cristal de l'Enderman. Mais voilà que l'Enderman apparaît, une grande silhouette noire. Henry serre sa hache en diamant et entre en duel avec l'Enderman qu'il parvient à vaincre. En trophée, il récupère la perle magique de l'Enderman, un artefact rare capable de téléporter instantanément son détenteur n'importe où dans l'Overworld. Le trio s'enfuit du manoir, mais ils tombent alors sur Malgosha. La reine Piglin, qui les a retrouvés grâce à l'odeur magique de la sphère, leur arrache la sphère de domination et le cristal de l'Enderman d'un sourire narquois, puis s'éloigne les laissant bredouilles. Garrett sauve la vie de Steve et Henry et leur offre une chance de fuir sur un ghast, tandis que lui, dans un acte de bravoure, reste sur le pont et se sacrifie lors de sa destruction. Quelque temps plus tard, Dennis, le fidèle loup de Steve, retrouve enfin son maître. Au loin, on aperçoit Henry, qui a lui aussi survécu. Pendant ce temps, Dawn a construit un petit refuge bien cosy à l'intérieur d'un énorme champignon. La bande enfin réunie peut enfin souffler un peu, mais leur joie est vite assombrie par une nouvelle menace. Malgosha utilise la puissance de la sphère pour renforcer le portail du Nether vers l'Overworld. Sous son influence, le soleil disparaît, plongeant le monde dans une nuit éternelle. Nos héros n'ont pas le choix. Il faut arrêter Malgosha et sauver l'Overworld coûte que coûte. Ils élaborent un plan,
forgent une armée de sabres, fabriquent une armure solide et créent même toute une armée de golems de fer. À l'aube, une horde de piglins envahit l'Overworld à travers le portail renforcé. Mais quand Malgosha voit les golems, elle rit, ces machines de guerre ne frappent jamais les premières, à moins d'être provoquées. Et c'est justement un piglin un peu trop téméraire qui déclenche la bataille. Les golems entrent en action, et la confrontation finale commence. En pleine bataille, Malgosha fait appel à un nouveau grand sanglier. Mais nos héros ont aussi préparé leur propre ultra-golem. Un combat titanesque éclate entre ces deux monstres, secouant tout l'Overworld. Pendant ce temps, Steve, protégé par son armure en diamant et son épée en diamant, défie Malgosha. Mais elle reste implacable. Sa magie noire est plus puissante que n'importe quelle arme. Le grand sanglier finit par vaincre l'ultra-golem. Au cœur du chaos, Henry tente un coup de poker. Il utilise l'objet fabriqué avec la perle d'Ander pour se téléporter instantanément au sommet du portail et récupérer la sphère. À ce moment précis, le grand sanglier se jette sur Nathalie. Tout semble perdu pour elle, jusqu'à ce qu'un cri retentisse. Dawn est là, au sommet d'une colline, entourée d'une meute de loups sauvages qu'elle a réussi à apprivoiser. Un coup de sifflet sec et les loups attaquent dans sac de front. Dans le tumulte, le sanglier furieux tire un rayon dévastateur vers Henry, le projetant du haut du portail avant qu'il ne puisse saisir l'artefact. On aurait dit la fin pour Henry. Mais à la dernière seconde, Garrett, miraculeusement sauvé, intervient. En fait, il a utilisé un seau d'eau pour amortir sa chute après l'effondrement du pont. Avec l'aide de Gast, Garrett détruit le portail du Nether. Le soleil revient, illuminant tout, et zombies et squelettes disparaissent sous sa lumière. Privés de leur protection magique, les piglins, y compris Malgosha, perdent peu à peu leur force et commencent à se transformer en zombie bacon. Malgosha essaie encore de surprendre Steve en se jetant sur lui avec un couteau, 3 fois de suite, mais sans succès. Steve sait que le combat est terminé. Plutôt que de l'achever, il décide de partir, laissant Malgosha vivre avec la honte de sa défaite. Après leur victoire, Steve remercie Dawn d'avoir pris soin de Dennis, son fidèle loup, et décide de lui confier son compagnon préféré. Il serre ensuite Garrett dans ses bras, le qualifiant de véritable ami et de guerrier courageux. Steve propose à Henry de rester dans l'Overworld, mais celui-ci sourit et explique qu'il préfère rentrer chez lui. Peu après, lorsque les héros utilisent la sphère et un nouveau cristal pour ouvrir un portail vers leur foyer. Steve regarde chacun d'eux passer à travers le portail, puis, quelques instants plus tard, il quitte lui aussi l'Overworld. Les jours passent, et tout change. Garrett crée son propre jeu de combat inspiré des événements du monde supérieur, devient riche et règle toutes ses dettes. Dawn quitte son métier d'agent immobilier pour ouvrir un zoo de proximité où l'attraction principale est le gentil loup Dennis. Henry améliore son jetpack tandis que Nathalie lance des cours d'autodéfense. Steve rejoint Harrison pour gérer sa boutique, devenant un partenaire à part entière. Dans la scène post-générique, on découvre une histoire d'amour naissante entre un villageois et la directrice de l'école. Ils parlent désormais couramment humain, humain, tandis qu'elle a appris un peu le dialecte villageois.